Bonjour à tous, bienvenue au nouveau et merci à ceux qui me suivent déjà. Alors ce qui m'a mis assez en rage pour créer une chaîne YouTube, c'est d'avoir attendu 30 ans pour apprendre des trucs que j'aurais voulu apprendre au collège. C'est ballot. Alors là je regarde les dates de publication des 4 bouquins de référence que j'ai à côté de moi et je vois 2011, 2011, 2016, 2018. Ouais ok, c'est pas près d'arriver dans les manuels de SVT. On se rend rarement compte du chemin qu'il a fallu pour bâtir la connaissance, surtout concernant les sciences cognitives. Depuis la philosophie antique jusqu'aux neurosciences, voici en quelques minutes l'histoire chaotique de l'étude du cerveau et de la pensée. Avant de continuer, petite précision. Cet historique est très abrégé et centré sur la civilisation occidentale. Pour préparer cet épisode, j'ai passé plus de temps à sacrifier des paragraphes qu'à rassembler des informations. Je reviendrai sans doute un jour plus en détail sur l'histoire des sciences et l'apport de la philosophie en particulier, mais pour ça il faut que la chaîne vive. Alors lève le pouce, abonne-toi, sonne la cloche, partage et surtout commente. Si tu veux me soutenir plus concrètement, on va en reparler à la fin de la vidéo. Si on regarde comment les sciences sont nées, on peut distinguer 4 phases. Au départ, il n'y a rien. C'est ce que j'appelle la phase mystique, où en gros tout ce qui est incompris est attribué soit au surnaturel, soit au divin. Puis on commence à chercher à comprendre le monde. On entre dans la phase philosophique. Le philosophe cherche à raisonner à partir de ce qu'il observe et connaît pour proposer un modèle cohérent, mais son approche reste plus intuitive que factuelle. Cela aboutit à la coexistence de courants opposés ayant chacun une cohérence propre, puis vient une sorte de phase de transition où les penseurs vont se spécialiser de plus en plus dans un domaine spécifique. Ils vont appliquer plus de rigueur dans leur travail expérimental, apporter plus de preuves. C'est un niveau d'exigence suffisant pour les mathématiques, la physique ou la chimie par exemple, où l'observation et la réplication permettent d'accepter une théorie. Mais c'est insuffisant pour les domaines comme la médecine et les sciences humaines, dont la psychologie par exemple, car ils sont beaucoup plus sensibles aux biais et aux paramètres extérieurs. Enfin, la science entre dans sa phase de maturité quand elle dispose de tous les moyens techniques et humains pour valider, amender ou rejeter les théories qui ont été précédemment proposées. Et ce, en se basant uniquement sur des faits vérifiables et des expériences réplicables. C'est la méthode scientifique. Mais revenons aux racines de ces disciplines. Un premier cycle, qui va de la préhistoire jusqu'à Descartes en passant par Socrate. Avant même les mathématiques, la médecine est sans doute la première science à avoir eu un ancrage rationnel et empirique. Dans la préhistoire, on cherchait déjà à traiter les maladies et les blessures. Des crânes datant de l'âge de pierre présentent des signes de trépanation ayant cicatrisé et portant des traces de substances antiseptiques. Tout au long de l'Antiquité, cette science avait avancé à grands pas. Hippocrate a défini les contours très précis de ce qu'il estimait être un bon médecin, proposant non seulement des protocoles d'auscultation, mais aussi des règles d'hygiène, de tenue et de considération du patient qui conservent encore aujourd'hui un sens. Les médecins se sont rapidement intéressés de près à l'anatomie, notamment le médecin grec Hérophile qui, vers -300, a pratiqué de nombreuses dissections à Alexandrie. C'était un des seuls bleds qui autorisait à l'époque de découper des cadavres humains. Et il a posé les bases de l'anatomie, en particulier celle du cerveau. Enfin, Claude Gallien, au IIe siècle de notre ère, ne s'est pas contenté d'être le toubib des VIP, genre 3 empereurs romains à la suite, mais a laissé surtout derrière lui des traités de médecine, de pharmacologie, d'anatomie, qui sont restés pendant plus de 1000 ans la référence absolue, un véritable paradigme en la matière dans tout le monde chrétien et le monde musulman. Parce que oui, l'accès aux hautes sphères du pouvoir de ces grandes religions monothéistes a pratiquement stoppé net les progrès de la science, obligeant au statu quo, voire au rétropédalage. À la fin de l'Antiquité, on connaissait l'existence du système nerveux, des nerfs sensitifs et moteurs, et on avait établi que le cerveau avait un rôle central dans le traitement des sens et l'initiation des mouvements. Mais il restait une grosse question à trancher, répondre au problème du corps-esprit. Attribuer à un organe l'intelligence, les émotions, le savoir, enfin l'âme, c'est quelque chose de très difficile à concevoir et encore plus à démontrer. Mais pour toi et moi aujourd'hui, c'est pas intuitif. À l'époque, lier le corps et l'esprit était aussi audacieux que d'affirmer aujourd'hui qu'une intelligence artificielle pourrait avoir des émotions, par exemple. Cela n'a pas empêché plusieurs écoles de s'affronter dans la Grèce antique. Il y avait ceux pour qui le cerveau est le siège de tout, comme Pythagore, ceux pour qui c'est au cœur que revient ce rôle, comme Aristote, qui propose alors au cerveau le rôle de radiateur pour dissiper la chaleur issue de la cogitation. Et enfin, il y a ceux qui vont suivre la proposition consensuelle de Platon, pour qui le cerveau serait le siège de la pensée, le cœur celui des émotions et le ventre celui de l'instinct. Manger, se reproduire en gros. Le modèle de Platon, qui a été soutenu par Galien,
est resté jusqu'à la fin de la Renaissance celui qui fera consensus. Et il est tellement ancré dans notre culture qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Quand on est triste, on dit qu'on a un mal au cœur, et quand un mec veut un peu trop baiser, on dit qu'il pense avec ça. Vous aurez remarqué que j'ai pas encore parlé de psychologie, et pour cause. Jusqu'au 19e siècle, on peut considérer qu'on a été resté à la phase mystique. Alors certes, dès l'Antiquité, on trouve des traces de description de maladies mentales. Et on sait qu'il existait déjà des lieux où les tourmentés étaient pris en charge et soulagés, avec de l'opium ou de la valériane par exemple. Mais pour ce qui est de la recherche de la cause du mal et des espoirs de guérison, cela dépassait totalement les moyens de la civilisation à l'époque. Alors, au Moyen-Âge, les médecins essayaient d'associer les troubles mentaux au déséquilibre des humeurs, d'où l'expression se faire de la bile par exemple. Mais les personnes victimes de délire, d'hallucinations, de démence et d'autres manifestations spectaculaires étaient considérées comme possédées et ont bien souvent trouvé salut sur le bûcher. Ensuite vient la révolution copernicienne et le renouveau de la science. Alors nous arrivons au XVIIe siècle, avec 3 événements qui vont changer le cours de l'histoire des sciences, et en particulier celles qui touchent au cerveau et à l'esprit. Contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, Copernic n'a jamais été inquiété de son vivant. Son ouvrage « Des révolutions des sphères célestes », qu'il a publié en 1543, est passé globalement sous les radars avant que Galilée ne médiatise un peu le sujet et qu'il finisse à l'index. Mais Copernic était déjà décédé à ce moment-là. Premier détonateur en 1633, la condamnation de Galilée pour hérésie. Il avait sorti un bouquin où il faisait dialoguer un copernicien et un plateux, et ça n'a pas plu à l'Église. La polémique autour du procès a bousculé l'opinion dans toute la société, et ça a un peu accéléré le déclin de l'obscurantisme. C'est un peu la goutte d'eau qui aura fait déborder le bénitier. Et rassurez-vous pour Galilée, sa peine d'emprisonnement a été commuée en assignation en résidence, si on peut dire, et il a plutôt vécu sa fin de vie de manière tranquille. Le deuxième détonateur, c'est juste après, en 1637. En réaction du procès de Galilée, Descartes publie le discours de la méthode. Et il fait ça comme un punk. Il le fait en français et non en latin pour être compris de tous, et il a jeté ainsi la première pierre de la méthode scientifique dans la tronche de la scolastique. Je rappelle, scolastique, c'est le mot savant pour dire philosophie compatible avec la Bible. Enfin, en 1687, Isaac Newton publie Principes mathématiques de la philosophie naturelle. C'est le bouquin dans lequel figure la loi universelle de la gravitation. Notez qu'on parle encore de philosophie naturelle et pas encore de sciences physiques, mais c'était un des ouvrages fondateurs de la science moderne, et en particulier de la physique. Ces 3 événements ont été les détonateurs qui amorceront le siècle des Lumières, le renouveau des sciences et la révolution industrielle. Un autre événement du XVIIe siècle, sans aucun rapport, en 1656, Louis XIV lance le concept des hôpitaux généraux. Derrière ce nom se cache dans les faits un réseau de camps de concentration destiné à nettoyer les rues des villes des mendiants, prostituées, infirmes et aliénés de toutes sortes. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'après la Révolution française, il a bien fallu faire quelque chose de tous ces gens-là. Ces hôpitaux, ce sera le berceau de la psychiatrie et de beaucoup de progrès de la médecine au XIXe siècle, et sont devenus petit à petit des lieux de soins tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc on arrive au tournant du XVIIIe siècle, il y a le siècle des Lumières qui arrive, les sciences vont commencer à avancer et la médecine, et la psychologie en particulier, va commencer à décoller vraiment à partir de 1850 à peu près. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo car il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je voulais attendre ce moment pour vous parler un peu plus de Utip et Tipeee. Pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas encombrer mes vidéos de publicité et je préfère miser sur le volontariat. Alors ce sont 2 plateformes qui vous permettent de soutenir financièrement la chaîne de plusieurs manières. Sur Tipeee, c'est très simple. Vous pouvez faire un don de n'importe quelle somme avec un minimum de 1 euro, de façon ponctuelle ou mensuelle. Sur Utip, vous avez d'autres possibilités. La première, c'est de regarder une ou plusieurs publicités volontairement. Vous pouvez aussi faire un don direct, comme sur Tipeee. Enfin, j'ai créé une boutique avec quelques goodies à l'effigie de la chaîne. Alors, un t-shirt, un sweat, des tasses, des stickers et un poster. En fait, les goodies, c'est surtout que je voulais me faire un t-shirt pour mes propres vidéos. Et comme je trouve le logo et le message plutôt sympa, je me suis dit qu'il y en a peut-être d'autres qui voudraient avoir ça chez eux. Pourquoi pas. Après cette première vidéo qui traite de l'histoire, de la science, de la médecine et des prémices de la psychologie de l'Antiquité à la fin de la Renaissance,
Je vais faire une pause sur le sujet et puis revenir sur les vidéos que j'avais prévu de faire au départ. Parce que ça a pris quand même beaucoup de temps à faire. J'ai appris beaucoup de choses, donc c'était très intéressant, mais pour rester dans quelque chose de qualité, la deuxième partie de la vidéo viendra après d'autres vidéos plus courtes qui traiteront directement du thème de la chaîne. Je vous remercie encore pour votre attention et à bientôt. Ciao!